Le gouvernement grec renonce à libérer les responsables de la dictature militaire, au contraire de l'Argentine qui a gracié cette nuit les auteurs de la sanglante répression de la fin des années 70. Dans un message télévisé, Saddam Hussein compare le président américain George Bush à Judas. Aucune indication sur un possible retrait du Koweït. Dénouement sans violence de la prise d'otages en Algérie. Les pirates de l'air sont arrêtés, tous les passagers sont libres. Et puis le grand témoin du 19-20 ce soir, le comédien Michel Boujna. Il répète actuellement le rôle de Sganarelle dans le Don Juan de Molière. Il est à nos côtés jusqu'à 20 h pour commenter l'actualité du jour. Bonsoir, actualité dominée d'abord par la météo en France avec la hausse durable des températures qui a pour conséquence la fonte des neiges et la première menace de crue des rivières. L'eau monte en Franche-Comté. Catherine Schulbaum. La Loue se fâche, le Doubs s'est mis en colère. Après la neige, voici l'eau dans les champs et sur les routes. Même si les crues ne sont pas aussi nettes que prévu, la pluie et le redoub commencent à faire des dégâts dans la région. À Quinget, la route d'Arc-et-Senans a été coupée et les champs ne sont plus en mesure d'absorber l'eau. La Loue a atteint aujourd'hui 1,60 m avec une tendance à la baisse. Le Doubs, en revanche, ne cesse de monter. Et si les précipitations ont été plus faibles qu'annoncé, la météo n'est pas vraiment optimiste pour les jours qui viennent, en raison notamment de la fonte des neiges. Les températures sont toujours largement positives à tout niveau, que ce soit en plaine ou sur les sommets. Elles sont largement positives, donc le redoub annoncé est bien. La neige fonde, donc demain, il y a des risques de crue? Il y a des risques de crue, effectivement, avec la fonte de neige. La fonte actuellement se fait à raison de 10 à 15 cm par jour, ce qui représente en gros entre 15 et 20 mm de pluie. Et la douceur devrait persister au moins jusqu'à mardi sur l'ensemble du pays. Il faut monter à 2000 mètres pour trouver des températures négatives. Autant dire que la Saône, la Savoureuse, l'Oignon ou le Doubs vont pouvoir s'en donner à cœur joie. À Besançon, on commence d'ailleurs à reparler des inondations de février 90, tout en espérant qu'on ne passera pas le réveillon à éponger les caves. La décision n'est officielle que depuis une dizaine de minutes. Le gouvernement conservateur grec de M. Mitsotakis vient d'annoncer qu'il renonçait à la procédure devant conduire à la libération des chefs de la junte militaire qui imposèrent en Grèce un régime de dictature de 1967 à 1974. Le porte-parole du gouvernement a déclaré que cette décision avait été prise pour éviter à l'opposition socialo-communiste d'exploiter une mesure de nature humanitaire. En revanche, les vieux démons de la guerre sale ont brutalement ressurgi aujourd'hui en Argentine avec la libération et la grâce des responsables de la dictature militaire. L'opinion a le sentiment que les 30 000 victimes de la répression entre 1976 et 1983 sont purement et simplement gommées de la mémoire nationale. C'est un choix politique pour le président Menem qui veut s'assurer la fidélité de l'armée. Joël François Dumont. Les Argentins ce soir sont encore sous le choc. On ne peut pas dire qu'ils aient été surpris par l'annonce de la libération des auteurs du coup d'État militaire de 1976, cette mesure de grâce ayant été prévue depuis des mois par le président Carlos Menem, mais ils ont été manifestement choqués par la libération d'une poignée d'entre eux dont il a été prouvé qu'ils avaient du sang sur les mains. Les visages de 30 000 disparus hantent encore la mémoire d'un peuple. On ne pensait pas qu'il irait jusqu'à gracier certains des généraux qui, sans avoir été les chefs de la junte militaire, avaient beaucoup de sang sur les mains, comme le général Suárez Messon ou le général Ramon Camps, qui avait été l'un commandant d'un corps d'armée, l'autre chef de la police de Buenos Aires, et qui était directement responsable de la mort de dizaines et de dizaines de personnes. Mais l'opinion publique argentine n'admet pas non plus la libération de certains terroristes, et notamment du chef Montonero, Mario Firmenich, qui est lui-même directement responsable de la mort de centaines d'Argentins assassinés par les terroristes Montoneros, ce qui avait provoqué en 1976 justement le coup d'État militaire en réaction aux activités subversives des Montoneros. Et Firmenich, par exemple, est responsable de la mort de 2 dirigeants de l'usine Renault de Cordoba qui avaient été assassinés par les terroristes. Alors dans l'un comme dans l'autre cas, l'opinion politique et l'opinion publique n'est pas surprise parce qu'elle s'y attendait depuis longtemps, mais d'apprendre tout cela comme ça en cette période de fête, il y a de quoi choquer même des gens qui sont au cœur de l'été en plein dans leurs vacances. Cette nouvelle mesure de grâce, considérée comme une provocation, pourra-t-elle un jour faire oublier 10 années de violence politique et réconcilier enfin l'Argentine avec son armée? Seul l'avenir le dira.
Michel Boujna, la Grèce qui renonce au pardon et l'Argentine qui décide d'effacer 30 000 victimes pratiquement de sa mémoire collective. Je crois que les Grecs ont raison, même si les raisons qu'ils ont avancées ne sont pas forcément les bonnes, ils ont raison de ne pas libérer des criminels. En Argentine, je ne crois pas que le chemin de la vraie démocratie, ce soit de libérer des criminels. C'est des assassins, ces gens-là. C'est clair, net et précis. Il n'y a pas à discuter. Même si le président Carlos Menem a besoin aussi du soutien de l'armée pour installer durablement son gouvernement. Mais c'est un danger. Enfin, moi je ne suis pas spécialiste de ça, mais j'ai l'impression que si, sous la pression de l'armée, on libère les criminels vont se sentir impunis, libérés, et pourquoi pas reprendre le pouvoir. C'est délirant. Et sans compter les victimes. Il n'y a plus de justice alors. Il n'y a plus de justice. C'est fini, c'est terminé. C'est-à-dire, moi, je vous tue demain, je vais en prison, il y a des gens qui font pression pour que je sois libéré, on me libère. Alors, on va où là? Et on va où? L'actualité internationale toujours dans le Golfe. Le président irakien Saddam Hussein a comparé aujourd'hui le président George Bush à Judas et il a accusé le gouvernement saoudien d'avoir, je cite, trahi l'islam. Saddam Hussein qui s'exprimait dans un message de fin d'année retransmis aujourd'hui par la chaîne de télévision CNN. De la même manière que Judas a trahi Jésus, je cite toujours Saddam Hussein, Bush a trahi les enseignements de Jésus. Dans ce message d'une quinzaine de minutes centré sur le rôle des prophètes et des messagers de Dieu, le président irakien n'a donné aucune indication pouvant laisser penser qu'il envisageait de se plier aux résolutions de l'ONU sur l'évacuation du Koweït. De son côté, Gérard Renon, secrétaire d'État à la Défense, vient de rentrer à Paris après un séjour dans le Golfe passé aux côtés des troupes françaises au Qatar et dans les Émirats. Sous quel commandement seraient placées les troupes françaises en cas de conflit? Il répond à la question de Philippe Pister. Il y a une nécessité de coordination. Les conversations ont lieu en ce moment entre les autorités militaires françaises et celles des autres pays qui sont concernés pour que cette coordination se mette en place si nécessaire. Est-ce que ça veut dire qu'on peut être sous commandement américain? Ça veut dire qu'il faut tenir compte évidemment de l'importance de chacun des pays en présence. À mesure que l'échéance se rapproche, quel est le moral des troupes? Comment vous les avez sentis? Je suis allé dans deux pays, les Émirats Arabes Unis et au Qatar. Et dans ces deux pays, j'ai trouvé des gens qui avaient bon moral parce qu'ils sont très bien accueillis. Vraiment, il y a une atmosphère d'amitié, de cordialité qui est excellente. Je peux vous citer une anecdote à propos de cette atmosphère d'amitié. Ceux qui sont à Abu Dhabi ont reçu d'énormes gâteaux de Noël, avec Joyeux Noël, offerts par les Émiratis. C'est gentil. Michel Boujna, je vous ai vu dubitatif là sur la déclaration de Gérard Renon concernant l'accueil réservé aux troupes françaises. Non, c'est pas ça. Je pensais à l'angoisse réelle des soldats qui sont là-bas. Je ne peux pas m'empêcher de penser à eux. D'une part, et d'autre part, je restais dubitatif sur Saddam Hussein, là, qui traite Bush de Judas, je veux dire. Et lui, qui sait, je veux dire. Et quand il massacre les Kurdes avec le gaz, c'est qui, lui? Si l'autre c'est Judas, comment on va l'appeler l'autre? On est en plein délire, quoi. Vous la trouvez juste, cette menace de guerre dans le Golfe? Il faudrait 1 heure pour que je vous dise ce que je pense de ça. D'abord parce qu'une fois de plus, je ne suis pas spécialiste et tout est flou dans ma tête. D'un côté, on a donné le Liban aux Syriens, peut-être pour que les Syriens ne bougent pas. Hein? Mais on n'en parle pas du Liban en ce moment. Il y a peut-être des gens encore qui se font massacrer au Liban. Qu'est-ce qui se passe exactement au Liban? Je ne le sais pas, on n'en parle pas en ce moment. On oublie ça, on l'a donné à la Syrie pour que la Syrie ne bouge pas. Est-ce que c'est ça ou pas? Ça, je ne le sais pas. Mais l'impression que j'ai de l'extérieur, c'est ça. Bon. D'autre part, il faut que... mais au Liban, il n'y a pas de pétrole. Au Koweït, il y en a du pétrole. Est-ce que Bush, il en a à foutre des Koweïtis, vraiment? Est-ce qu'il n'a pas plus à foutre du pétrole? Est-ce que la vraie guerre aujourd'hui, c'est pas la guerre du pétrole? Alors c'est évident qu'ils ne le laisseront pas. Ils ne peuvent pas le laisser. Alors on invoque le droit international en disant comment, alors si on rentre dans un pays, si on laisse faire ça, c'est pas bien. Mais moi je crois que la vraie raison, elle n'est pas là. De l'extérieur, la vraie raison. Parce que s'il y a des tas de pays qui ont été envahis, personne n'a bougé. Il y a des tas de gens qui sont massacrés dans le monde, personne n'a bougé. Quand ils gazent les Kurdes, l'armée américaine, elle est arrivée pour dire c'est honteux, on a gazé les Kurdes avec 300 000 hommes. Non. Quand on touche au pétrole, quand on touche à l'équilibre économique du monde, là, ça devient dangereux. Alors, ce qui est horrible en ce moment, c'est que j'ai entendu un journaliste il n'y a pas longtemps qui disait ah oui, dimanche prochain, on a ça, et dimanche d'après, on a la guerre, il faut qu'on se prépare. Alors j'avais envie de lui répondre, mais on a la guerre à midi, parce que moi j'ai un déjeuner. Je suis libre qu'à 2 heures. Bon, c'est horrible de l'extérieur de parler comme ça. J'ai pas envie qu'il y ait la guerre. Mais j'ai envie que Saddam Hussein il soit éliminé. J'ai envie que cette partie du monde soit en paix. Et Dieu sait si j'ai envie. Pour qu'elle soit en paix, cette partie du monde, est-ce qu'on peut dissocier la crise du Golfe du règlement de la question palestinienne?
Mais On va bien parler sûr, dans un instant de... mais bien sûr. Qu'est-ce qu'il essaye de faire, Saddam Hussein? Il essaye de dire, regardez, moi je suis le grand chevalier, je suis le grand défenseur de tout le monde, c'est moi Ivanoé. D'ailleurs, la preuve, je prends les Palestiniens sous mon aile. Mais il n'en a rien à foutre des Palestiniens, lui non plus. Il se sert de ça pour se sortir sur le plan de l'opinion mondiale et vis-à-vis des pays arabes, pour avoir une bonne image de lui. D'autre part, s'il réussit à créer cet amalgame, qu'est-ce qu'il fait? Il crée l'amalgame aussi des pays arabes contre les autres. Or, les Américains et les pays occidentaux, depuis le départ, montrent bien que ce n'est pas une guerre contre les pays arabes, ce n'est pas un conflit avec les pays arabes, c'est un conflit avec Saddam Hussein qui est un monstre, qui est un homme dangereux. Je reprends votre réflexion concernant les Palestiniens. Vous, Michel Boujna, les massacres dans la bande de Gaza, Attendez, au on va pas quotidien. parler de massacre. C'est pas attendez, mettons les choses au point. Il n'y a pas de massacre, c'est un faux mot. Les vrais massacres, c'est Septembre Noir, c'est Hussein de Jordanie qu'on accueille ici avec le tapis rouge quand il est venu il n'y a pas longtemps et qui a massacré 10 000 Palestiniens. En ce moment, ça vous touche ou pas ce qui se passe en Cisjordanie? Parlons pas de massacre là-dessus. Maintenant, il y a des morts, et il y a des morts tous les jours. Et ça me touche, et si vous croyez que ça ne touche pas les Israéliens, on fait une grande erreur. On ne parle jamais de ce que pensent les Israéliens de ça, on ne parle jamais de la jeunesse israélienne aujourd'hui, on ne parle jamais de la crise de conscience à laquelle ils sont. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Les mecs qui viennent avec des couteaux, qu'est-ce qu'ils voulaient qu'ils fassent, hein? Je veux dire, tout le monde est d'accord pour avoir la paix. Tout le monde veut la paix. Vous croyez que les mecs qui sont nés dans la guerre en Israël depuis 30 ans, ils veulent continuer à faire la guerre? Vous croyez qu'un mec de mon âge aujourd'hui qui est obligé d'aller faire le flic dans la bande de Gaza, il a envie de faire la guerre? Vous croyez que ça lui fait plaisir? Mais si il y a la paix demain, quelle garantie de paix ils ont les Israéliens? Ils ont un pays qui est petit comme ça. Et ça, on l'oublie tout le temps. Hein? Et quand il y aura la paix, et qu'ils seront en guerre contre les autres, qui auront des arrières à n'en plus finir, je sais, je dois couper. Mais je dois couper. Et je le suis déjà d'ailleurs. Excusez-moi. Mais excusez-moi. Et c'est pour ça que ce sujet-là me tient à cœur fondamentalement. Quand je vois dans les médias comment on parle de ce conflit-là, comment on s'acharne à employer massacre, il ne faut pas se tromper de mots, il ne faut pas se tromper. Il se passe des choses horribles. Je suis le premier conscient. Je suis né dans un pays arabe. Il faut une solution à un moment donné. Oui, pour que les deux communautés puissent vivre ensemble. Mais bien sûr, et c'est possible, j'en suis sûr, mais il y a tant de haine. Alors, il y a tant de haine. Les enfants palestiniens, ils sont éduqués dans la haine. En Israël, on n'apprend pas aux enfants à dire que les Palestiniens, il faut tous les massacrer. Michel Boujna. Quelle garantie de paix? Si Tel Aviv est à 14 km de la frontière, quelle garantie de paix? Quelle garantie de paix a le peuple israélien, qui aujourd'hui accueille 2000 immigrés par jour? Vous connaissez un pays qui est capable... Je crois que vous avez été clair sur votre position. 5 morts, 250 blessés hier dans la bande de Gaza. Les Palestiniens ont porté le deuil aujourd'hui au lendemain de cette journée la plus sanglante depuis plusieurs mois dans ce territoire occupé donc par Israël. L'OLP a réclamé une nouvelle fois la protection de l'ONU pour les Palestiniens. Commentaire de Sylvie Levet. Silence sur la bande de Gaza, comme une ville fantôme coupée du monde où les pierres palestiniennes ont cessé de parler depuis la nuit dernière. Depuis que le gouvernement israélien a décrété ce morceau des territoires occupés zone militaire fermée. Traduisez que ces 700 000 âmes ne pourront plus en sortir et que le couvre-feu est de rigueur. Motif invoqué, étouffer tout nouveau relent de violence à 24 heures du 26e anniversaire du déclenchement de la lutte armée palestinienne et faire en sorte que la sanglante journée d'hier ne se reproduise pas. Ces nouveaux morts portent à 758 le nombre de Palestiniens tombés sous les balles israéliennes depuis le début de l'intifada en décembre 87. Dans un contexte moyen-oriental de plus en plus explosif, 10 jours après l'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 681 qui doit veiller à ce que le droit des civils palestiniens cesse d'être impunément bafoué, Isaac Shamir et son gouvernement mettent les bouchées doubles pour contenir tout débordement éventuel à l'intérieur des frontières. Il y a un problème ici, effectivement, et nous sommes bien décidés à le résoudre par des moyens politiques. Mais tant qu'il y aura des émeutes, nous les réprimerons. Rien n'y fait. Les révoltes de Rafah font tache d'huile ailleurs, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, où, par solidarité, les Palestiniens se sont mis en grève, image d'une journée ordinaire dans des territoires toujours occupés. Dénouement dans le calme et sans violence en Algérie de la prise d'otages et du détournement de l'avion qui assurait la liaison entre Gardaïa et Alger. Les passagers ont tous été libérés, mais on ne connaît toujours pas avec précision le mobile des pirates de l'air. Jean-Marc Pitt. Ils sont tous sains et saufs. Après une drôle d'escale qui aura duré 36 heures, les passagers du vol Gardaïa-Alger sont enfin arrivés à destination. Ce matin, après une dernière nuit d'angoisse, les pirates de l'air ont finalement accepté de relâcher les 46 passagers encore entre leurs mains, puis le pilote et son second. Ils se sont ensuite fait arrêter sans violence.
Cette prise d'otage sera d'ailleurs déroulée sans terreur excessive. Vendredi soir, 2 déserteurs de l'armée algérienne, âgés de 22 et 23 ans, menacent l'équipage à l'aide d'un pistolet 9 mm et d'un poignard. Mais malgré leur nervosité, ils font preuve de correction. Au départ, c'était un petit peu tendu, mais ça s'est très vite amélioré dans la mesure où nous avons pu établir un dialogue assez franc, et ce qui nous a amené à négocier avec nos invités. Ils exigent d'être conduits à Tripoli, en Libye. L'avion ne dispose pas d'assez de carburant pour cette destination. On propose Tunis, mais les autorités tunisiennes refusent. L'appareil se pose à Annaba. Les négociations entreprises par l'intermédiaire de la tour de contrôle par le ministre de l'Intérieur vont vite porter leurs fruits. Les pirates libèrent samedi 36 passagers. Et ce matin, sans même avoir fait connaître les motifs de leur acte, ils décident d'y mettre fin, sans effusion de sang. À l'Est, TVA et valse des étiquettes à partir du 1er janvier en Union soviétique. Après 70 ans de subventions, l'économie du RSS accomplit ainsi ses premiers pas significatifs vers des structures de marché. Un système centralisé disparaît alors que le nouveau n'existe pas encore. La transition s'annonce donc difficile pour les consommateurs. Bernard Ségara. Le prix de l'essence multiplié par 3, le kilo de viande par 5, le prix du beurre par 4, les soviétiques vont payer encore plus cher des produits alimentaires, déjà très rares, même s'ils reçoivent une compensation de 100 francs tous les mois. Il manque notamment de lait, de viande, de farine, de beurre et d'huile. En réalité, le système de distribution s'est totalement effondré, surtout dans les magasins d'État qui ne sont quasiment plus approvisionnés. Marchés noirs et trocs fleurissent comme jamais, en dépit du KGB reconverti dans la répression des crimes économiques. Car une fois abandonnée la planification centrale qui fixait les prix officiels, l'économie soviétique n'a plus de mécanisme de coordination. Résultat, la liberté des prix va pénaliser davantage les consommateurs, sans pour autant éclairer les entreprises sur les besoins réels. Car celles-ci fonctionnent encore pour le moment comme si le marché n'existait pas. Autre nouveauté économique, l'apparition de la TVA. Elle va toucher tous les biens de consommation et les services, sauf les produits alimentaires. Cette taxe de 5% va contribuer à réduire le déficit du budget et alimenter aussi un fonds spécial prévu pour le passage à l'économie de marché. La suppression progressive des subventions aux prix alimentaires et la libération des prix industriels sont inéluctables pour reconstruire l'économie. Cela passera également par une baisse sensible de la production, souvent de mauvaise qualité, et l'augmentation du chômage. 3 millions de chômeurs officiels de plus en 90. Les sports, basket, cet après-midi en finale du tournoi de Noël, Limoges s'est incliné face à l'équipe grecque de Salonique, 95-90. Un tournoi en trop peut-être pour une équipe limougeaute, visiblement au bout du rouleau, à 4 jours pourtant d'un nouveau rendez-vous européen. Serge Gian. Limoges en demi-finale de la Coupe d'Europe des clubs champions. Limoges, leader incontesté du championnat de France, c'était il y a seulement 8 mois. Aujourd'hui, l'équipe est en crise. Les résultats sont décevants, défaites en championnat et en Coupe d'Europe. Le doute s'installe chez des joueurs qui ne maîtrisent plus la situation. Ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'avec cette même équipe, l'année dernière on gagnait et cette année on perd. Donc il y a quand même des choses qui ne vont pas. Mais bon, on n'a peut-être plus trop le droit de dire quelque chose. Alors bon, pour l'instant, on subit un petit peu les événements et c'est un petit peu dommage. Premier problème sur le parquet, l'entraîneur soviétique utilise presque toujours les 5 mêmes joueurs. Raison évoquée, une infirmerie bien remplie. La conséquence, les joueurs sont fatigués. Mon équipe joue bien en attaque, mais il y a un sérieux problème défensif. Je n'ai pas de garçons assez grands sous les paniers. Le deuxième problème, c'est que sur le banc, j'avais par exemple aujourd'hui 3 juniors et 10 Lamy. J'aimerais donner du repos aux joueurs, mais les résultats s'en ressentiraient. Le jeu des champions de France se désagrège progressivement. Manque de collectif, d'adresse et perte de confiance. Pourtant, Limoges a un bon coup à jouer cette année. La finale de la Coupe d'Europe aura lieu en avril à Paris. Pour y parvenir, 14 matchs de qualification. Les Verts ont perdu les 2 premiers. Plus grave, le moral n'y est plus. Limoges, le jour où ces joueurs seront en forme, ils vont encore en gagner, c'est sûr. Mais le Limoges de l'année dernière, vous ne le retrouverez pas cette année, c'est impossible. La victoire d'hier contre Sao Paulo pourrait être un déclic. Confirmation attendue jeudi en Italie. Michel Boujna, ce sera dur pour Limoges. Hein. Ça vous touche, ça, le basket? Oui, ce qui me frappe, c'est quand même il y a beaucoup de Blacks dans l'équipe. C'est tous des Français, les Blacks qui sont là, c'est des Américains aussi. Ah, c'est des Américains. Vous savez, le sport d'élite, d'une manière générale, fait appel à beaucoup de joueurs. J'adore le sport.
J'adore le sport. On m'a dit que le championnat de France de première division l'année prochaine, c'est Fleury-Mérogis contre les Baumets. C'est le football, ça. Ça, c'est le football. Hein. Et ça, c'est l'humour aussi, un peu. Ça, c'est l'humour. Mais j'adore ça. J'en fais beaucoup. Ça se voit pas, je sais. Mais j'en fais beaucoup. Je joue beaucoup au tennis. Je suis surtout spécialiste du tennis. J'adore ça. Ben, nous allons parler d'athlétisme maintenant, avec la corrida de houille. Parlons d'athlétisme dans les Yvelines. Et la victoire du Marocain Khalid Ska. Il a enlevé donc cette épreuve pour la 3e fois consécutive en parcourant les 9,6 km du circuit en 26 minutes et 33 secondes devant le Kenyan Mutwol et le Français Bruno Lestum. Le théâtre maintenant, Michel Boujna, vous répétez actuellement Don Juan de Molière, vous vous préparez à jouer Sganarelle. Don Juan, le rôle étant tenu par Gérard de Sarthe, on en parlera dans un instant. La pièce sera donnée à partir du 10 janvier au Théâtre National de Chaillot. C'est un défi pour vous, on va en parler dans un instant. On regarde d'abord ce reportage avec le commentaire de Dominique Poncet. Quoi? Vous ne croyez rien du tout. Et vous voulez cependant vous ériger en homme de bien? Sur la trace d'un mythe dont le nom est devenu commun, 2 acteurs venus d'horizons on ne peut plus différents. Gérard de Sarthe, qui défend depuis plus de 20 ans sur les scènes françaises les plus grands rôles du répertoire, et Michel Boujna, qui évoque le rire, le soleil et le one-man show. Dans cette mise en scène signée Jacques Rosner, c'est Michel Boujna qui incarne Sganarelle, Gérard de Sarthe, lui, est Don Juan. Il s'agissait pour nous de réussir le couple, parce que Don Juan, c'est Don Juan et Sganarelle, et même on peut dire parfois Sganarelle et Don Juan. Et il fallait donc 2 acteurs qui fonctionnent bien ensemble, qui s'entendent bien et qui arrivent à former un couple crédible. Je veux bien, Sganarelle, t'en faire confidence. Et je suis bien à l'aise d'avoir un témoin du fond de mon âme et des véritables motifs qui m'obligent à faire les choses. Je veux savoir un peu vos pensées à fond. Est-il possible que vous ne croyez point du tout au ciel? Oh, laissons cela. C'est-à-dire que non. Et à l'enfer? Et tout de même. Et au diable, s'il vous plaît? Oui, oui. Aussi peu. Ne croyez-vous point l'autre vie? Tout le monde, à mon sens, voudrait être Don Juan ou voudrait être son ami. Et en même temps, il y a une répulsion très forte. Et l'on ne peut pas vivre avec Don Juan. On ne peut pas le suivre. Il est inatteignable. Il est inatteignable parce que Don Juan, c'est le mythe de la liberté totale. Et la liberté totale, c'est une flamme. Ça brûle quand on la touche. Je vous invite à venir demain souper avec moi. En aurez-vous le courage? Oui, j'irai. Accompagné du seul Sganarelle. Monsieur, je vous rends grâce. Il est demain jeune pour moi. Ouais, Michel Boujna, avant de parler de vous, j'aimerais qu'on parle de Gérard de Sarthe qui joue Don Juan dans cette pièce. On l'a vu, et on peut le voir toujours d'ailleurs sur les écrans en ce moment, il joue un étonnant Maxime Loin dans Uranus de Claude Berry. Il vous guide dans cette pièce? Absolument. Gérard est un immense acteur. C'est quelqu'un que je connais depuis l'âge de 18 ans, puisque il fait partie de ces acteurs qui m'ont donné envie de faire ce métier. Et jouer avec lui, derrière lui, à côté de lui. D'ailleurs, quand ils m'ont appelé pour faire ça, j'ai dit à Gérard, je dormirai sur ta tête, à côté de toi, tu feras un pas, je ferai un pas, je te quitterai pas. Il m'a énormément aidé. C'est la première fois que je joue un rôle classique. Et Gérard est un maître, il n'y a pas de doute. C'est quelqu'un qui a une facilité, une intelligence, un instinct d'acteur qui est sublime. Et en même temps, il a un immense respect du texte. Ça veut dire qu'il ne fait pas partie de ces acteurs qui plient le texte. Il se plie au texte. Il a une immense humilité. Et ça, il m'a, je dirais, appris à jouer Molière. Parce que d'habitude, je dis mes mots. J'improvise, je fais ce que je veux. Là, je ne peux pas. Je peux pas. Et Molière est beaucoup plus fort que moi. Et si je n'essaye pas... Bah oui. Non, mais il y a des acteurs qui pensent, vous savez, avec les médias, on est connu, on fait du one-man show, machin, tout ça, on arrive, tiens, Sganarelle, machin, tout ça, t'essayes, et puis tu prends une claque. À la première répétition, tu prends 2 claques, 3 claques. C'est comme si Molière était à côté de toi et qu'il disait, dis-moi, toi, ça fait 300 ans que je suis là. Toi, tiens, tu viens d'arriver, tu t'imagines que tu vas me casser la tête? Bon. Donc il faut se mettre à son service. Et mon pari, c'était d'essayer de donner à Molière, d'essayer de donner à Sganarelle tout ce que je pouvais, sans jamais
faire que ce soit Sganarelle au service de Boujna, mais Boujna au service de Sganarelle. Et c'est une pièce magnifique et c'est un personnage extraordinaire. Vous, dans votre carrière, vous avez l'impression, on en prend tous toujours à un moment donné, mais de prendre un véritable virage, c'est un défi. Vous passez du one-man show, vous le disiez à l'instant, au théâtre classique. J'ai commencé par le théâtre, je travaillais dans une jeune compagnie, mais on ne montait pas de pièces classiques. J'ai toujours rêvé de jouer ce rôle-là. Quand je passais les concours des écoles où je me suis fait recaler à chaque fois, c'était Sganarelle que je présentais. Donc c'est vraiment la réalisation d'un rêve. Maintenant, c'est pas vraiment un défi, c'est un rêve. C'est un rêve. J'espère que ça ne va pas devenir un cauchemar. C'est tout. Quand on l'a créé à Toulouse, là on est dans une deuxième partie de répétition. On l'a créé à Toulouse au Capitole et je tiens à le dire parce que j'ai passé un moment à Toulouse magnifique et j'adore cette ville et j'adore les Toulousains. C'est un rêve. J'espère que ça ne va pas devenir un cauchemar. J'espère servir Sganarelle bien. Mais c'est pas un défi. Je suis pas là pour prouver aux gens que je suis capable de faire autre chose. Les one-man shows, c'est très difficile à faire. On l'oublie souvent. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, c'est bien, vous prenez des risques en faisant Sganarelle. » J'avais envie de lui dire « Qu'est-ce que tu crois, toi? Faire des one-man shows tout seul pendant 2 heures à l'Olympia devant 2000 personnes, je crois que je ne prends pas des risques, je meurs de trouille. » Puisque vous parliez du rêve, imaginez l'émotion et la fébrilité en ce moment pour des jeunes filles qui sont déjà réunies au CNIT à Paris. La 3 retransmet ce soir en direct l'élection de Miss France à 20h40. Dernier préparatif, ultime coquetterie, Hervé Dino. Mais entrez donc, mademoiselle, c'est bien l'élection de Miss France. Ne reconnaissez-vous pas Lecoq qui, comme les années précédentes, règne en maître sur les 44 poulettes qui, pour obtenir le sacre, n'hésiteront pas à lui faire une basse-cour. On a été très suivis, on nous fait bien manger, on nous donne des vitamines, on nous entretient bien. Nous voilà rassurés, les candidates sont saines, estampillées du label de Fontenay, la Belle de France. Certes, la présidente du comité Miss France a troqué son chapeau de bonne fée contre un galure plus classique, mais toutes sont prêtes à chausser les souliers de Cendrillon. Pourtant, il y a vraiment de quoi tomber à la renverse quand on n'a que 18-20 ans et qu'on est projeté au devant de la scène avec en guise de rampe de lancement le canon féminin. Toutes les candidates, en tout cas, ont fourbu leur arme secrète, le sourire. Et le corps, me direz-vous. Sans vouloir traiter le sujet par-dessus la jambe, on vous épargnera les mensurations des candidates. Sachez néanmoins que la plus érudite est Miss Île-de-France, elle étale ses charmes sur les bancs de la Sorbonne. La plus grande candidate, Miss 1, mesure 1,81 et celle qui s'approche le plus du niveau de la mer est tout naturellement Miss Côte d'Opale. La plupart des Miss dédieront leur victoire à leur maman, mais c'est papa qui prendra livraison de la voiture, du manteau de fourrure, de la salle de bain équipée et des autres lots dévolus à Miss France. Dès à présent, nous lui souhaitons une bonne année 91 ainsi qu'à toutes les femmes qui sans strass ni paillettes égayent notre quotidien. Qui est bien dit, Michel Boujna, un mot pour Oui, conclure. je viens d'apprendre une information extraordinaire par Téléx de l'AFP et elles ont le droit de passer un week-end avec moi en plus dans la voiture et dans la salle de bain. Il n'y a aucun problème. Merci Michel Boujna d'avoir été le grand témoin du 19-20 ce soir. Il est 20h. Voici le rappel des titres préparés par Laurence Bobillier. Alors qu'en Grèce, le gouvernement revient sur sa décision de gracier les responsables de la dictature, en Argentine, la décision de Carlos Menem provoque de vives réactions. Le président a décidé de libérer les responsables du coup d'État de 1976 et de la sanglante répression qui a suivi. Dans son message de fin d'année télévisé, Saddam Hussein compare George Bush à Judas. Le président irakien n'a donné aucune indication laissant penser qu'il envisageait de se retirer du Koweït. Épilogue ce matin sans violence dans l'affaire du détournement d'avion en Algérie. Les 2 pirates de l'air ont été arrêtés, tous les passagers et membres d'équipage relâchés. Le premier de l'an au balcon, dans toute la France, les températures sont clémentes. Elles font sourire les uns comme à Biarritz, Nice ou Marseille et inquiètent les autres. La neige fond et on redoute des inondations. Information complémentaire dans un instant avec le bulletin météo complet de Fabienne Amiac. À 23h dans Soir 3, nous parlerons cinéma. C'est pas Sophie, c'est Fabienne. Dans Soir 3, nous parlerons cinéma avec Henri Chapier, que vous aimez beaucoup aussi. Nous recevrons ensemble le metteur en scène Francis Giraud. Très bon début de soirée à tous en compagnie de Michel Boujna. C'est à vous le dernier mot. Et maintenant, tout de suite, Jacqueline Amiac pour les nuages. Allez-y Jacqueline, on est avec vous.